Donc, avant de commencer, je vais vous présenter l'archéozoologie du site de Messénac. Ça sera un petit peu plus basique et un petit peu moins technique que ce qu'a présenté Marjane auparavant. Deux, trois mots sur Messénac. Je pense que vous avez entendu beaucoup parler de Messénac ces derniers temps, ces dernières années dans les médias. Non pas uniquement à cause des talibans, mais surtout le fait que le site se trouve sur un gisement de cuivre et que les autorités afghanes, dans les années 2000, ont, je dirais, donné la concession à une société chinoise qui avait eu simplement l'idée de tout araser pour exploiter la mine et construire une ligne de chemin de fer, des autoroutes et tout ça. Donc ça avait un peu soulevé beaucoup de questionnements, surtout après ce qui s'était passé quelques années auparavant à Bamiyan avec les destructions par les talibans. Donc voilà, alors Messénac, 35 km à peu près au sud de Kaboul, dans la province du Logar. Vous avez une vue du site. Je tiens à dire que je ne suis pas allé sur le site et qu'il est absolument actuellement très difficile, voire impossible d'aller sur le site, puisqu'on est en pleine zone talibane et que même avec un convoi blindé et tout, c'est très dangereux, y compris surtout pour nos collègues archéologues afghans qui subissent aussi tous les affres aussi bien de talibans que de Daesh. Et il y a eu encore cette année un archéologue qui a été pris dans un attentat pas très loin du site au mois d'avril. Donc, quelques mots rapides sur Messénac, qui est connu depuis très longtemps, je dirais, qui a été connu par les autorités du patrimoine et archéologique d'Afghanistan. C'est donc sur un des plus grands gisements de cuivre au monde, comme je l'ai indiqué. Le gisement se trouve sous une énorme couche de l'euse, mais dans la partie la plus au sud, il apparaît pratiquement à ciel ouvert, ce qui lui a valu une exploitation du gisement. On pense que ça a commencé à l'époque Kushan, aux alentours de l'an 40 du 1er siècle, d'après ce que j'ai pu lire. Et le site aurait continué, se serait développé à l'époque sassanide, jusqu'à la fin du site, 6e, 7e, 8e siècle. Je sais qu'il y a des études à l'heure actuelle, notamment à propos des monastères bouddhiques qui sont présents d'un point de vue d'architecture, mais on peut dire 7e siècle certainement pour la fin d'occupation du site, notamment pour l'exploitation du minerai de cuivre. Alors le site se présente sur un anticlinal, on le voit très bien, il y a un anticlinal. On voit au sud, j'ai indiqué qu'il y avait des entrées de mines antiques. Et un peu plus au nord, en allant vers les vallées, donc un anticlinal, c'est important de bien avoir une notion de la géographie, de la topographie, puisque ça va être important pour nos petits animaux par la suite, pour l'exploitation du cuivre. On a un village minier qui s'est développé, qui s'est transformé. Il y a aussi des mises en évidence de fortifications. Alors, d'après ce que j'ai lu, fortification, on ne sait pas trop pourquoi, puisqu'il me semble que le site n'a pas été, je dirais, attaqué ou ait subi les affres de guerre. Et puis, dans le village minier, on trouve naturellement de l'habitat commun, mais aussi énormément d'ateliers. C'est-à-dire que le minerai a été transformé sur place. Donc on a énormément d'ateliers de transformation, ce qui fait qu'on a une énorme zone, ce que j'ai appelé slag deposit en anglais, c'est les laitiers, c'est-à-dire les produits, les scories, la combustion du cuivre qui ont été accumulés dans toute cette zone à peu près, et il y a plusieurs mètres. Alors simplement, on peut imaginer à l'époque, 3e, 4e siècle, les conditions, je dirais, d'hygiène, de l'eau et surtout de transformation du cuivre. Et j'ai mis encadré les 4 grands monastères bouddhiques, puisque nous avons une présence bouddhique très importante, qui sont à peu près, je dirais, à l'entrée ou aux sorties, ça dépend de quel sens on vient, au nord ou au sud, du site. Donc toute personne qui arrivait sur Messénac devait voir le monastère et aller faire ces petites oboles offrandes aux moines, si ça leur plaisait. Donc l'ADAFA a été en charge de toutes les études du matériel archéologique qui sont issus de ces fouilles, donc aussi bien la céramique, les petits objets, la faune que je vais vous présenter. Et on a aussi, l'ADAFA a supervisé la cartographie du site
Et puis un peu aussi le travail architectural, notamment sur les monastères, la statuaire, et puis tous les types d'objets qui sont sortis. Donc actuellement, le site est fouillé, ce sont surtout des archéologues afghans. Si vous voulez plus d'informations sur un petit peu comment ça se passe, on peut demander à Bachir, qui est ici présent, qui a eu la chance de fouiller à Messénac. Je tiendrai juste à dire que c'est assez difficile, c'est-à-dire qu'on n'a pas le même feedback que pour des fouilles actuelles faites par je dirais des équipes européennes. Très difficile d'avoir de l'information stratigraphique, spatiale. Dégager un mur, ça va. Avoir toute l'information autour, c'est un peu compliqué, surtout qu'avec les Afghans, il y a un peu d'Ouzbek, un peu de Tadjik, donc c'est assez compliqué. Quoi qu'il en soit, je vais vous présenter donc les restes phoniques. Ah oui, juste avant, quelques petites photos de la statuaire. Pourquoi aussi on a essayé de dire il faut sauver Messénac. Donc beaucoup de Bouddha. Et puis il y a aussi une belle pièce qui a été retrouvée en cuivre et en or d'époque sassanide où on voit un cavalier affrontant deux lions, si je ne me trompe pas. Donc ça provient de Messénac. Ne me demandez pas d'où, je ne sais pas. Ça a beaucoup d'objets, puisqu'il faut aussi dire, c'est que outre les talibans, il y a eu beaucoup de pillages. Donc on retrouve des objets, on sait que ça vient de Messénac, mais de quel endroit du site, on ne sait pas. Alors on va aller un petit peu plus retour aux ossements, et donc j'ai été en charge de l'étude, et vous avez ici la liste phonique générale sur l'ensemble du site des espèces présentes à Messénac, dominées très 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 largement par les caprinés, mais bon, dire qu'en Afghanistan, on mange du mouton et de la chèvre, ça se fait encore actuel, ça se faisait il y a longtemps. On a pas mal de bœufs, ça c'est assez surprenant quand on voit surtout la topographie du site. Hein, c'est un anticlinal et assez escarpé. Et puis en troisième position, il y a de l'âne. Et quand moi j'ai commencé à ouvrir tous ces sacs d'ossements, je me suis dit, oh là, il y a beaucoup d'ânes quand même, parce que 476 restes. On est aux époques tardo-antiques, on n'est pas à l'âge du bronze, on n'est pas à l'âge du fer, et ça représente 33 individus, soit... Si on fait un ratio, un individu pour 15, je veux dire, ça fait beaucoup. Ben, oui, ça fait beaucoup, mais pas tant que ça, parce que ces restes d'équidés ont été retrouvés sur l'ensemble du site, aussi bien au sud qu'au nord. J'ai oublié de dire que tout le site avait été complètement carroyé, quadrillé par zones, par des secteurs reflétant aussi bien des zones comme les entrées des mines que du flanc de montagne pour essayer de voir s'il y avait des murs ou des zones d'habitat, des monastères naturellement, des zones des ateliers, des workshops, etc. Donc les ossements d'équidés j'en ai retrouvé sur 23 zones, sur un total de 32 zones qui ont livré de la faune. Ce qui était intéressant pour moi aussi, pour cette époque, c'est que l'ensemble du squelette est représenté. Et naturellement, surtout, c'est la première chose qui m'a plu, c'est qu'ils avaient des couleurs absolument extraordinaires. Là, on le voit un petit peu sur cette mandibule. Les ossements étaient teintés de bleu, de vert, de toutes les couleurs que vous voulez. C'était superbe. Bon, moi qui suis daltonien, c'est un peu plus compliqué. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a eu beaucoup d'ossements ont séjourné dans de l'eau. Il y a de l'eau qui est passée, qui était fortement chargée d'oxyde cuivreux et d'oxyde cuivrique. Donc ça peut rajouter un petit côté sur la toxicité. Au point qu'avec Rolio, nous avons décidé de ramener plusieurs spécimens en France et on va faire une étude avec une équipe de Jussieu sur cuivre et ossements, juste pour savoir à quoi étaient dues les couleurs, à savoir s'il y avait une imprégnation uniquement au niveau de la corticale, si ça rentrait à l'intérieur de l'os, voir si on pouvait imaginer une concentration qui pouvait nous donner un temps dans l'eau. Bon, je ne sais pas, ça n'a jamais été fait, je n'ai trouvé aucun article dessus, donc ça va être un peu sympa. La seule chose que je sais, c'est que le cuivre est toxique, mais pas autant que pourraient d'autres minéraux, comme le plomb, par exemple, d'autres métaux comme le plomb. C'est-à-dire que le cuivre provoque beaucoup de désordres, je dirais, intestinaux, gastro-intestinaux, mais qu'il suffit de rester quelques jours, de reboire de l'eau ou de remanger sain, et on l'évacue assez rapidement.
Alors, je ne vais pas vous présenter les 23 sites, ça serait complètement rébarbatif et inutile, surtout dans le discours des équidés au travail. Je vais vous prendre 3 sites qui sont un peu symptomatiques, je dirais. Nous avons notre ami Rulio qui vient juste d'arriver. Donc je continue. Je vais prendre 3 sites pour vous expliquer un petit peu les équidés au sein de ces assemblages osseux. Alors le premier site que j'ai choisi, c'est le site 4, qui est tout au nord, vous le voyez là-bas. Et le site 4 est intéressant, c'était un water channel, et qu'il y aurait quelques murs d'associés aussi à côté. On ne sait pas trop si c'était des maisons, des ateliers, quoi qu'il en soit. Et il y avait quand même pas mal de restes. Il y avait 115 restes d'ânes pour 4 individus. Donc ça, c'est assez surprenant. Ce sont des ennemis de fréquence et non pas de fréquence. Donc, ça m'avait fait un peu tilt. Vous remarquez aussi un peu quelques couleurs assez extraordinaires sur ce crâne retrouvé. Alors là, il y a la représentation squelettique du site 4. Donc vous voyez qu'il y a pas mal d'ossements. Les ossements sont très bien préservés, sont, je dirais, un peu fracturés, mais c'est surtout une fracturation post-dépositionnelle, quoique on verra par la suite. Le crâne est complet, il y a 2 individus, vous voyez, il y a deux axes, donc il y a au moins 2 individus. Et mon ennemi a été fait sur les distomes de tibia, puisque j'ai 4 tibias gauche. Donc 4 tibias gauche veut dire 4 individus. Donc pour moi, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il y avait 1 voire 2 carcasses qui ont été abandonnées dans ce water channel, certainement à une phase tardive, j'en ai absolument aucune idée, avec des animaux plus ou moins complets qui ont été abandonnés à l'air libre. Et là, ils se sont pris toute l'eau et puis toute la neige de l'hiver, etc. Et puis, il y a quelques restes qui se retrouvent avec les caprinés, qui peuvent être peut-être des résidus de déchets alimentaires. J'en ai absolument aucune idée. Alors là, vous allez me dire, on parle d'équidés, mais quels équidés? Nous avons vu avant Marjane nous expliquer de manière très scientifique, j'allais dire, les différences de taille entre cheval, âne, hémione et autres hybrides. Pour moi, le site 4, les animaux sont vraiment de petite taille. Là, vous avez un métacarpien et à côté, j'ai mis un humérus de chien. Donc, vous voyez toujours les couleurs. Et je n'ai pas fait de statistiques, je n'ai pas eu le temps de faire de trucs un peu plus complets. Mais dans le tableau à côté, j'ai mis les 4 mesures du tibia, hein, le diamètre transverse, la longueur et la largeur de l'extrémité distale. Et pour moi, ils sont vraiment très petits. Il y a même des ossements encore plus petits que ça. Donc ça fait pour moi aucun doute. On a de l'âne, pas de cheval. Je reconnais que sur l'assemblage, il peut y avoir une pièce qui est un peu plus grande, qui sort du domaine de variation de l'âne, peut-être une mule. J'en ai absolument aucune idée. Mais vraiment, des animaux de petite taille et surtout, pour moi, de l'âne. J'ai fait aussi, Marjane nous a parlé du métacarpe, donc j'ai quelques métacarpes plus ou moins complets, 3. Donc là, c'est pareil. J'ai repris des mesures publiées par Vera Eisenman. Je n'ai pas fait de statistiques, j'aurais pu faire un diagramme, mais je n'ai pas eu le temps. Mais j'ai remis les individus, les plus petits et les plus grands, publiés dans ces tableaux. Donc vous voyez très bien qu'on est bien dans le domaine de variation de l'âne. Je ne pense pas qu'on ait de mule et naturellement on n'a pas de cheval. D'une façon générale, je n'ai pas retrouvé de restes de chevaux en Afghanistan sur les sites que j'ai étudiés, c'est-à-dire aussi bien à Messenac qu'à Charirol-Khola, qui est un site islamique plus tard. Il y aurait certainement un reste à Bactre, à Tépé-Zargaran, mais là c'est intéressant, c'est un reste qui a été scié, je pense qu'on l'a utilisé pour récupérer de l'os, pour en faire des objets. Donc je vais dans les mois à venir compléter, regarder tout ça, mais on serait dans de l'âne. Un autre site que j'ai juste un peu pour montrer, là j'ai pris l'exemple du 646 Ouest, donc on serait dans une zone de workshop, donc atelier, transformation, associé à un stupa, donc un édifice religieux sans statut. Donc vous voyez la liste des restes d'équidés, très peu. Là j'ai vraiment beaucoup de caprinés, j'ai plus d'une trentaine de caprinés sur cet assemblage.
mais j'ai l'impression que j'ai une patte arrière complète d'âne qui était là. Elle n'a pas été retrouvée en connexion, du moins je n'ai pas l'information de la fouille. Mais voilà, alors est-ce qu'il y a eu un âne là également abandonné sur une phase tardive, un moment d'utiliser du squat? Souvent c'est ce qu'on observe au Proche-Orient. Les carcasses sont abandonnées après abandon du site, donc généralement par des nomades. Donc beaucoup d'animaux, que des adultes. Je n'ai pas de jeunes, j'ai certainement un ou deux ossements non soudés, toujours soit un métapode, soit des phalanges. Et là, je dirais un autre exemple, le site 58, donc un site résidentiel, une zone d'habitat avec stupa. Donc là, très peu de restes d'équidés, mais des dents et des extrémités. Alors ça, juste pour dire un petit mot, c'est que moi j'ai observé sur les sites tardo-antiques, mais aussi au Moyen-Âge, c'est que les équidés sont souvent c'est de l'âne, hein, très peu du cheval, de l'âne, sont souvent mélangés avec les restes des déchets alimentaires, posant la question de savoir s'il y avait eu de l'hypophagie ou pas de l'hypophagie sur le site. Je veux dire, si un animal a été abandonné, voilà, mais on retrouve très fréquemment des dents et des extrémités, c'est-à-dire soit des phalanges, soit des métapodes. Donc l'hypophagie, j'y viens, parce que tout à l'heure, nous avons beaucoup discuté du rôle de l'âne, mais on ne parle pas aussi de son rôle purement alimentaire. Donc j'ai retrouvé quelques traces. Là, on a des traces de couperet sur un distal. Et là, on voit aussi que l'os a été certainement scié, ce qui a eu récupération de la diaphyse, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas bien scié. Et là, sur le talus, on a des incisions qui indiquent une désarticulation du tarse. Désarticulation du tarse pour récupérer quoi? La viande, la peau, j'en ai aucune idée. J'ai seulement 3 restes qui présentent des traces anthropiques, donc c'est difficile à dire. Néanmoins, le fait qu'ils soient mélangés avec le reste des déchets alimentaires, je ne sais pas trop. Tout ça, j'arrive à la conclusion générale sur Mécénac, ça c'est cette petite idée que j'ai là, c'est que nous avons un âne, des animaux qui ont été utilisés intrasites pour, je dirais, puisque cette abondance montre que c'est pas banal, qui a été utilisé pour le transport, on le voit puisqu'il est présent partout, je pense pour le transport du minerai qui sortait des mines, jusqu'aux zones de transformation qui se situent quelques centaines de mètres un peu plus au nord, et vous avez vu que c'est très escarpé, que c'est pas facile. Tout à l'heure, dans la première présentation, on parlait du fait que ça pouvait transporter pour un petit âne jusqu'à 60 kg. Donc, on imagine bien, je n'ai pas calculé les hauteurs au garrot, etc. Mais pour moi, ça ne souffre pas que l'âne servait vraiment au transport jusqu'aux zones de transformation. Il devait également servir au transport des vivres, voire peut-être des personnes, je ne sais pas, qu'il y avait certainement des animaux qui ont été abandonnés, des carcasses, comme on peut l'observer partout en Asie. À un moment, elles sont abandonnées derrière un mur, dans le flanc d'une colline, parce que voilà, et c'est là qu'après, elles se prennent de l'eau. On a des puits. Je dois dire que pour les carcasses, j'ai âne et chien. J'ai beaucoup de chiens, et c'est pareil. Je veux dire, le chien, on le retrouve plus ou moins complet, abandonné dans des puits ou abandonné sur les flancs de la colline. Il devait certainement aussi intervenir dans l'exportation en dehors de la vallée. Effectivement, il faut voir que les zones ne sont pas très faciles. Il peut très bien y avoir aussi, sur des terrains un peu plus plats, des camélidés, du dromadaire, voire des chevaux, mais ça, j'en sais pas plus. Et puis peut-être qu'occasionnellement, les ânes ont servi à la consommation de la nourriture. Je rappellerai juste que d'une manière générale, si les moines ne mangent pas de viande, entre guillemets, parce qu'ils sont astreints à un végétarisme religieux, les gens sont des laïcs, eux mangent de la viande, puis c'est eux qui fournissent la nourriture aux moines. Donc voilà. Les premières conclusions sur et là, une petite figurine retrouvée aussi à Mécénac. Ne me demandez pas où, je l'ai trouvée sur le web. Elle est, je crois, au musée national, il me semble. Voilà, un cheval. Je vous remercie.